pacifier tout à fait, que les Français lui rendent un certain crédit de ce point de vue-là. Ensuite, l'idée que je pourrais me faire de la France jeune, moi je rêve, parce que à l'UMP, on a développé ce nouveau concept de nouveaux rêves français, à la manière de Martin Luther King, que Nicolas Sarkozy cite souvent ces derniers temps, après Jaurès qu'il a aussi préempté, et Léon Blum. La pensée ne se préempte pas. Mais on ne préempte rien. L'idée, c'est que c'est tout Nicolas Sarkozy, il fait bouger les lignes. Ce n'est pas un néoconservateur. On se souvient que M. Besson avait qualifié Nicolas Sarkozy de néoconservateur américain avec un passeport français. Il est très vite revenu sur ses déclarations. Mais chaque Besson a son bégag. Hein. Chaque Besson a son bégag. Enfin, Bégag n'a pas franchi encore le Rubicon, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ce nouveau rêve français part d'abord de l'idée qu'il faut être lucide sur le diagnostic de la crise. Parce que la crise est profonde. C'est une crise de l'État, avec des pratiques qui ne correspondent pas à ce que devrait être une démocratie apaisée et transparente. Une crise du marché du travail, non seulement par le fort taux de chômage, mais également par la précarité, puisqu'on voit la crainte des classes moyennes d'être déclassées et de rejoindre les catégories sociales les plus défavorisées. C'est aussi une crise de l'intégration ethnique, bien sûr, comme l'ont montré les violences urbaines de novembre 2005, mais aussi sociale. Et puis enfin, crise aussi de la place de la France dans l'Europe, comme l'a montré le référendum sur la Constitution européenne, et dans la mondialisation également, puisque la France doit encore s'adapter. Donc c'est à partir d'une analyse lucide de la situation qu'on peut sortir des faux semblants, qu'on peut avoir le courage de traiter les problèmes avec lucidité et tourner le dos à cette fatalité. Et je crois que lorsqu'on parle de rupture, c'est pour éviter de tirer tout le monde vers le bas par une politique d'assistanat généralisée. L'idée est de s'appuyer sur vraiment 4 valeurs pour cette France de demain. La première, c'est le mérite. Le mérite qui passe par le travail, par l'effort, par le goût du risque aussi, parce que nous sommes un pays où on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'échouer. L'idée, c'est de dire que ceux qui se risquent le plus à entreprendre, à penser, à créer, doivent pouvoir être récompensés. Parce que le risque n'est pas... Enfin, le fait d'échouer, c'est pas forcément quelque chose de définitif. Il faut pouvoir redonner aux gens leur chance. Il y a aussi une seconde valeur sur laquelle peut s'appuyer cette France de demain, c'est la justice. La justice qui est la contrepartie du mérite, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas forcément capable de réaliser des prouesses, et l'idée, c'est de corriger ces handicaps en donnant effectivement plus à ceux qui ont le moins. 4e valeur, je pense à la responsabilité comme contradiction de tout ce processus d'assistanat. Parce que l'assistanat nie la dignité humaine. À partir du moment où on considère que quelqu'un est définitivement incapable et qu'on ne cherche pas à le sortir par le haut de la situation difficile où se trouve cette personne, on renonce finalement à la respecter. Et enfin, précisément, le respect et la confiance, donner aux initiatives individuelles la liberté de s'exprimer, de créer, de sourire. Et je crois que sur la base de ces valeurs-là, sur la base de ce diagnostic lucide, on peut construire, avec l'énergie de notre candidat et de ceux qui le soutiennent et de la France entière... C'est Assouline qui m'engueule parce que je l'ai interrompu tout à l'heure et que je vous laisse parler. J'en ai terminé, mais voilà, je voulais juste vous donner du point de vue des valeurs assez générales, l'idée qu'on se faisait de la France de demain. Voilà, c'est tout sauf une société conservatrice. Merci Ramayadé. Oui, je n'ai pas salué la présence de Ramayadé parce que je suis sarkozyste, mais simplement parce que ça fait plaisir dans ce pays d'avoir enfin un minimum de représentation sociologique de la réalité qu'il est. J'ai passé la parole maintenant à Hugues Cazenave, enfin aux représentants ou aux 10 représentants de l'opinion. Que l'on traite ou maltraite. Alors c'est assez drôle que ce soit moi qui le fasse puisque je suis très anti-sondage depuis tout le temps. Et je voulais dire une chose, Hugues, et ça David va pas m'aimer, mais je trouve absolument scandaleux de la part de partis politiques qui usent et vous payent pour faire publier des sondages, qu'ils portent plainte contre vous parce que ces sondages leur sont contradictoires. Voilà, Hugues, à toi la parole. Tu as 4 minutes pour nous dire ce que les Français pensent et ce qu'ils vont voter dimanche et ce qu'ils veulent.
Alors juste un mot sur cette affaire dont on a un petit peu parlé ces dernières heures. La commission des sondages vient de rejeter la réclamation du PS sur le sondage publié ce matin dans le Figaro. Sondage qui avait été mené avec des méthodologies très comparables à celles qui avaient été utilisées au moment où nous donnions, où Opinionway donnait dans le Figaro des préférences en faveur de Ségolène Royal très élevées sur les deux compétiteurs au sein du Parti socialiste. Bon, c'est un épiphénomène de campagne et je ne m'étendrai pas sur le sujet. Alors, un mot sur la question que posait Nathalie tout à l'heure, la place des projets dans la campagne. Moi, j'ai envie de dire une chose très simple, c'est que les projets dans une campagne présidentielle n'ont jamais occupé une place très importante. Je n'ai pas connu toutes les campagnes de la Ve République, mais j'en ai connu 4 d'assez près. Et on n'a jamais vu une campagne présidentielle qui donnait une place importante, ou en tout cas où les électeurs accordaient une place importante dans leur représentation, dans leur motivation de vote au projet des différents candidats. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire des campagnes présidentielles de la Ve, mais simplement, on peut se reporter en 2002. Il est clair qu'en 2002, on avait un Premier ministre sortant qui a fait campagne pour les 2/3 à peu près sur son bilan. Quand vous relisez l'ouvrage de Lionel Jospin publié à ce moment-là, vous avez les 2/3 qui sont consacrés à son bilan, et le tiers qui n'est pas vraiment, le tiers restant n'est pas un projet, mais plutôt une projection sur un avenir avec finalement assez peu de mesures concrètes. Donc, je ne reviens pas sur les autres candidats de 2002. 2007, il n'y a pas non plus une place très importante qui est donnée au projet. Le grand vainqueur, non pas de l'élection et du premier tour, mais de la campagne, c'est François Bayrou, en tout cas celui qui a le plus progressé à l'occasion de cette campagne en termes d'intention de vote, d'image, c'est François Bayrou, et on ne peut pas dire que ça soit le candidat qui est le plus mis en avant dans sa campagne, le projet. On lui a même reproché de ne pas avoir de projet, ou en tout cas de rester très flou sur son projet. Je ne porte pas de jugement, je dis simplement que ça n'était pas le cœur de sa campagne, loin de là, et pour autant c'est lui qui a le plus progressé au cours de la campagne. Les deux autres, alors on pourra m'objecter que les deux autres ont un vrai projet, très concret, très important, et qu'ils l'ont beaucoup porté pendant la campagne. Je ne pense pas, quand on interroge les électeurs à travers des méthodologies qui ne sont pas forcément publiées, on se rend bien compte que ce qui a compté dans les motivations de vote du premier tour et ce qui va compter dans les motivations de vote du second tour dimanche, ça n'est évidemment pas les propositions qui sont faites par les uns et les autres, pour 2 raisons. La première, c'est que ces propositions intéressent assez peu les électeurs. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ne connaissent pas bien, voire même pas du tout, ces propositions. Alors, je caricature et je force le trait parce que le projet a tout de même une importance. Il a une importance puisque si on n'en a pas, on est accusé de ne pas en avoir. Et donc là, ça devient problématique. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a probablement entravé la progression rapide et forte de François Bayrou. Ça a été une des dimensions qui a fait un des facteurs Bayrou a été très lepéniste quand même dans ces thématiques. Probablement. Il a recueilli le vote protestataire. Oui, c'est ça. Donc il n'y avait pas d'adhésion véritablement à un projet, mais plutôt le réceptacle de mécontentement. Bon, alors juste un mot tout de même pour terminer sur ce projet. Paradoxalement, ce n'est pas le projet qui compte. En revanche, ce qui compte et ce qui est probablement l'une des explications du succès, enfin, l'une parmi d'autres, de Nicolas Sarkozy au premier tour, un score qui est tout de même relativement élevé pour un membre du gouvernement sortant, pour un représentant de l'UMP alors que l'UMP est au pouvoir. C'est un score qui, tout le monde s'accordera à reconnaître, assez élevé. Ça n'est pas son projet, je crois, qui explique ce score, mais en revanche, c'est l'image personnelle qu'il incarne et la capacité dont il dispose aux yeux des électeurs à mettre en œuvre des réformes. Et on l'a bien vu au moment du débat d'avant-hier. Alors, est-ce qu'il y a un vainqueur, un vaincu? Ce que j'ai dit ces derniers jours, c'est qu'il y avait un vainqueur, mais il n'y avait probablement pas une vaincue. Et s'il y a un vainqueur, c'est probablement parce que Nicolas Sarkozy a réussi à démontrer qu'il était capable de mener des réformes. Alors que Ségolène Royal, même si elle a beaucoup progressé, et je considère qu'elle a fait un bon débat, elle a son défaut est sans doute d'être restée sur des principes et des valeurs. C'est peut-être une conception noble de la fonction présidentielle, mais en tout cas, ça n'est pas ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Pardon d'avoir un peu débordé.
Mais tout le monde a débordé. L'œuvre, c'est juste un tempo, c'est pas un process antidémocratique ni émasculateur. Alors maintenant, je passe la parole à Stéphane Rosès. C'est le drame parce que il est très connu pour ses phrases et ses interventions longues, n'est-ce pas, Stéphane? Mais tu vas nous parler. Est-ce que tu as trouvé du souhaitable dans cette campagne, ou est-ce que tu as trouvé du possible, ou est-ce que, comme moi, tu n'y as rien trouvé?